La géobiologie, bon, déjà c'est une combinaison de plusieurs termes, géo, donc qui est lié à la terre, bio, qui est lié à la vie, et logos, c'est la science. Donc le terme géobiologie, d'ailleurs ça a été inventé par quelqu'un qui était prêtre au départ, qui faisait partie des amis de l'association des amis de la radiesthésie, et qui s'est rendu compte que les rayonnements du sol, du sous-sol, agissaient sur la santé des personnes. Et donc il a décidé de développer une science ou une approche pour étudier l'environnement dans ses énergies et voir comment ces énergies elles allaient agir sur la santé des personnes. Donc dans le cadre de la géobiologie, au départ, c'était surtout l'étude des lieux, on va dire un peu négatifs, des gens qui étaient malades, et de voir si l'environnement, si l'habitat, si le lieu dans lequel ils vivaient avait une interaction sur leur santé. Donc ça, c'est le premier aspect de la géobiologie. Et puis, dans un deuxième temps, est né l'aspect de la géobiologie sacrée. Parce que s'il y a des lieux qui sont négatifs, eh bien, on va avoir aussi des lieux qui sont positifs. Et notamment, on va retrouver au niveau des églises, des cathédrales, des mégalithes et d'un certain nombre d'autres lieux, des énergies particulières qui vont permettre de recharger, soigner. On parle de lieux guérisseurs, on parle parfois de lieux magiques où il y a des phénomènes particuliers qui se passent, où la conscience, j'allais dire, change d'état aussi. Et donc ces lieux particuliers vont être étudiés sous cet aspect de la géobiologie sacrée. Donc essayer de comprendre quelles sont les forces qui s'expriment au niveau de ces lieux. Est-ce qu'il y a des forces qui viennent de la terre, qui viennent du ciel? Est-ce que la géométrie de constitution de ces lieux participe par rapport à tout ça? Donc ça, c'est véritablement la géobiologie sacrée. Et en étudiant un certain nombre de lieux, eh bien, des géobiologues ou des passionnés se sont rendus compte qu'on avait parfois une sorte d'organisation sacrée entre les lieux, avec des formes géométriques qui se retrouvaient. Notamment, c'est né à partir des années 1940 en Angleterre, où il y avait un spécialiste, on va dire, qui s'intéressait à l'histoire, à l'archéologie, aux différents sites, donc qui s'appelait Alfred Watkins. Et Alfred Watkins, donc lui, avait l'habitude les dimanches de parcourir la campagne anglaise. Et il s'est rendu compte en parcourant la campagne anglaise qu'à des distances régulières, il rencontrait des sites remarquables. Donc il parcourait des lignes droites. Tantôt on avait une petite chapelle, on avait après un arbre qui était censé être sacré depuis les traditions les plus anciennes. Ensuite, au bout de 2 kilomètres, il retrouvait une fontaine, et ainsi de suite. Et il a commencé à dresser des cartes. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des lignes avec des formes géométriques qui apparaissaient et qui traçaient des relations entre ces différents sites. Et donc la géographie sacrée va permettre d'étudier les lieux les uns par rapport aux autres et de voir en fait si on n'a pas des rapports géographiques, géométriques et arithmétiques qui ressortent de tout ça. D'une certaine manière, ça peut s'expliquer dans le cadre de la géobiologie, parce que dans le cadre de la géobiologie, on exprime le fait qu'il y a des forces qui sortent de la Terre, et ces forces qui sortent de la Terre, en fait, eh bien, nécessairement, ça suit des lois de la physique ou des mathématiques, et qu'on ait de façon récurrente ou régulière, on va dire, des points de force qui jaillissent ou qui s'expriment à certains endroits, eh bien, c'est tout à fait logique. Alors, déjà, dans toutes les traditions anciennes, les cités majeures de ces traditions ont été placées en rapport avec des lignes de force majeures. Dans le cadre de la géobiologie, par exemple, il y a une approche qui est celle des réseaux Hartmann,
Les réseaux Hartmann, ce sont des lignes géomagnétiques qui sont au niveau de la Terre. Ces lignes géomagnétiques, il faut savoir que le géomagnétisme et ce type de ligne, c'est tout à fait reconnu par la science, par la physique. On appelle ça des lignes isoclines et isogones du champ magnétique terrestre. Et quand on va avoir un croisement au niveau de ces lignes, eh bien, on a un point magnétique qui va être beaucoup plus fort. Dans le cadre de la géobiologie classique, les réseaux Hartmann, c'est un petit maillage. Ça fait à peu près 2 mètres sur 2,50 mètres. C'est orienté nord-sud, est-ouest. Mais les théories qui sont autour de ces réseaux nous indiquent qu'on va avoir, on va dire, à peu près tout le double de ces réseaux, des lignes qui sont plus fortes magnétiquement. C'est-à-dire si 2 mètres sur 2,50 mètres, eh bien, on va avoir une ligne, j'allais dire niveau 1 au niveau du champ magnétique, eh bien, on a une ligne 2 fois plus importante tous les 4 mètres sur 5 mètres. Et puis, si on multiplie encore un certain nombre de fois, on va avoir des lignes de magnétisme plus importantes. Dans le cadre de la géobiologie sacrée, eh bien, on va se concentrer sur des lignes qui font à peu près 100 km sur 100 km. Donc là, en fait, eh bien, on va avoir une intensité magnétique qui va être beaucoup plus forte, ou une intensité en énergie qui va être beaucoup plus forte. Et donc il y a un certain nombre de recherches qui ont été faites. Donc au départ, c'est notamment un chercheur belge qui s'appelait Walter Kühnen, qui a travaillé donc, sur des textes à la Bibliothèque Vaticane. Il a eu la possibilité, puisque son épouse en fait travaillait dans le domaine de la conservation des textes anciens, de pouvoir accéder justement à cette Bibliothèque Vaticane, et notamment de travailler sur des traités des arpenteurs romains, donc qui datent du 4e, 5e siècle. Et à partir de ces traités, eh bien, il y avait des traités annotés par les premiers pères de l'Église pour indiquer là où on allait placer les églises, les lieux les plus importants. Et dans ce type de traité, eh bien, il est indiqué que voilà, on a des lignes qui sont appelées maxima, maximundi, maximorum, qui sont comme des lignes très importantes au niveau de la planète. Et qu'au croisement de ces lignes, eh bien, on va avoir des cités sacrées, des lieux sacrés, des temples majeurs qu'on va y retrouver. Si on retrace ça par rapport à la ville de Lyon, eh bien, la ligne de Lyon, la ville de Lyon se trouve placée sur une de ces lignes majeures par rapport à la France et même par rapport, j'allais dire, à l'Europe. Donc il y a plusieurs lignes majeures. Si on comprend que c'est à peu près tous les 100 km, eh bien, on va se retrouver avec un certain nombre de lignes qui sont parallèles les unes par rapport aux autres. Ces recherches, elles ont été aussi confirmées par un certain nombre de chercheurs. Par exemple, il y a un chercheur qui s'appelle Sylvain Tristan qui a écrit un livre sur les lignes d'or et qui, dans son livre sur les lignes d'or, s'est dit, mais bon, si on a ce type de lignes qui ont été connues par les Celtes ou par les Anciens, donc qui se retrouvent au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui se passe si on développe ces lignes au-delà de l'Europe? Et là, il a découvert que la plupart des grandes capitales du monde sont placées sur des croisements de ces lignes majeures. Donc la ville de Lyon, on pourrait dire, c'est un peu comme une sorte de grande capitale énergétique au niveau de l'Europe. Il faut savoir que la ville de Paris se retrouve aussi sur un de ces nœuds majeurs. Si on revient au temps des Celtes, eh bien, il faut savoir que la capitale de Gaulle, c'était Lyon. Eh bien, quand on a des fleuves, eh bien, ils représentent des forces de la nature. Et un fleuve majeur va représenter une grande force de la nature. Donc on a le Rhône et la Saône qui viennent se réunir. Donc on a deux fleuves majeurs, deux grandes forces de la nature qui se réunissent. Et là où on devait avoir la confluence, la réunion de ces deux fleuves, on devait avoir un temple qui était très très important. D'autant plus qu'à l'époque, pour porter des grandes quantités de matière, d'éléments, pour se transporter en fait, eh bien, d'un point à un autre, c'était principalement les voies fluviales qui étaient utilisées. Donc, déjà chez les Gaulois, on devait avoir quelque chose de sacré par la rencontre de ces deux fleuves, et au lieu de réunion de ces deux fleuves, donc qui était à peu près au niveau de l'abbaye de Saint-Martin-d'Énée, eh bien, on devait avoir un grand temple déjà qui était lié à ces forces de la nature, à la confluence, mais peut-être aussi au dieu des voyageurs.
Et le dieu des voyageurs, le dieu qui va apporter le commerce, qui va permettre de ramener les matières, c'est le dieu Lugh, dans le cadre de la tradition celtique. Toute ville sacrée, c'est un ensemble de facteurs qui vient se mettre en place. Et les facteurs géologiques, pour moi, ils y participent grandement. C'est vrai que la géologie de Lyon, elle est quand même extrêmement particulière parce qu'on a effectivement ce couloir rhodanien avec le fleuve qui traverse, et puis de chaque côté de ce couloir rhodanien, on va avoir d'un côté la plaque du Massif central et de l'autre côté, on a la plaque des Alpes. Et on pourrait presque dire qu'il y a une sorte de continuité avec les deux côtés, on va dire, avec d'un côté le pic de Fourvière, avec la colline de Fourvière, en fait, qui nous donne le prolongement de cette plaque du Massif central, et de l'autre côté, eh bien, on a la plaque alpine, en fait, avec la Croix-Rousse. Donc, c'est comme si on avait deux forces qui venaient converger l'une vers l'autre, et au milieu, nécessairement, quand on a deux forces qui se pressent, on a quelque chose qui jaillit entre les deux. La ville de Lyon, on est pratiquement, d'ailleurs, quand on regarde au niveau géologique, sur la zone, en fait, la plus proche au niveau de ces deux plaques qui viennent se presser l'une contre l'autre. Et donc la ville de Lyon devient quelque part une sorte de geyser de ces forces telluriques, de ces énergies qui sont ici présentes et qui en fait aussi une caractéristique tout à fait particulière. C'est vrai que dans le cadre de la géobiologie sacrée, il y a ces fameuses lignes dont j'ai parlé, avec des croisements. Et on parle même, pour les cités majeures, les lieux les plus importants, d'une sorte de point étoile. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement deux lignes qui viennent se croiser, une ligne nord-sud, une ligne est-ouest, ce qui ferait, on va dire, autour d'un site, 4 lignes qui partent de ce site. On va retrouver jusqu'à 8 lignes qui viennent se croiser, puisqu'on a des lignes qui sont en diagonale. Et ces lignes qui sont en diagonale vont se retrouver aussi sur le site majeur. Et c'est là que je me suis rendu compte que la cathédrale était placée sur un croisement majeur. Moi j'ai mis un peu de temps à comprendre cette histoire, on va dire, qu'il n'y avait rien au départ sur la zone de la cathédrale. Et en faisant pas mal de recherches, je me suis rendu compte qu'on devait avoir chez les druides, chez les Celtes, des cultes, ce que j'appellerais un peu naturalistes. C'est-à-dire des cultes où on doit laisser la terre en friche, la plus naturelle qui soit, et que ça devient un espace sacré. Cet espace sacré, si on construit dessus, c'est comme si on allait, entre guillemets, profaner cet espace. Et on retrouve un peu cette idée de culte naturaliste, notamment au niveau des druidesses de l'île de Sein. Les druidesses de l'île de Sein, donc il y a un certain nombre de légendes qui sont liées à la Bretagne, où on dit en fait que ces druidesses étaient sur un îlot. Sur cet îlot, en fait, les terres, il n'y avait aucune construction. Et les seules choses en fait qui étaient sacrées au niveau de cet îlot, c'était un puits sacré et un arbre sacré. Eh bien, quand on regarde en fait la constitution ancienne au niveau de la ville de Lyon, là où se trouve la cathédrale, on avait un îlot qui s'est par la suite appelé l'îlot Saint-Jean. Cet îlot, en fait, il était en friche, et si on regarde toutes les images anciennes au niveau de la ville de Lyon, on retrouve la présence de l'arbre sacré et du puits sacré juste devant la cathédrale. Ce qui laisse à penser que si on est sur la persistance de cultes beaucoup plus anciens, on est certainement dans ces cultes naturalistes qui voulaient en fait que les Celtes, les Gaulois, laissent, on va dire, cet espace sacré pour vouer ces cultes aux forces de la nature. Les forces du puits, c'est aller en rapport avec les forces de la terre. Les forces de l'arbre, c'est aller en rapport avec les forces du ciel. Et donc célébrer quelque part cette union des forces du ciel et de la terre et d'avoir un culte majeur, naturaliste, qui soit au centre de la ville de Lyon. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où les chrétiens ont eu la possibilité d'implanter leur temple là où ils voulaient, eh bien, la première chose qu'ont fait les chrétiens, c'est d'une part d'aller dans les anciens lieux de culte, de détruire en fait ces anciens lieux de culte,
C'est certainement ce qui est arrivé au niveau de la colline de Fourvière avec le temple qui se trouvait en haut de la colline de Fourvière. Toutes les pierres ont été mises à bas et on a démonté, j'allais dire pratiquement, ce temple qui existait. Et très rapidement, on y a implanté des chapelles pour pouvoir aussi christianiser ces lieux, de sorte à ce que les anciennes personnes qui vouaient un culte aux traditions païennes, aux traditions anciennes, eh bien, transforment en fait leur culte, et de culte de Vénus, Cybèle, eh bien, c'est devenu le culte à Notre-Dame. Et donc c'est pour ça que c'est la basilique Notre-Dame de Fourvière. Et de la même manière, en fait, eh bien, là où on avait ce culte naturaliste au niveau de la cathédrale, on y a implanté une première chapelle, et comme on s'est rendu compte que c'était un lieu majeur, eh bien, très rapidement, on y a développé la première cathédrale, qui se trouve véritablement au croisement de ces lignes sacrées, au croisement de ces forces, en fait, sur lesquelles converge la ville de Lyon. J'ai retrouvé un vieux plan au niveau de la ville de Lyon, qui est conservé aux archives de la ville de Turin, où on voit en fait la ville avec uniquement les grands sites, c'est-à-dire les grandes églises, les grands lieux de culte qui existaient autrefois, et les remparts. Et quand on regarde en fait l'emplacement de la cathédrale, on s'aperçoit qu'on peut presque tracer des lignes et que l'ensemble des églises forment des lignes qui vont jusqu'au centre de la cathédrale, et que la cathédrale vient recouper plusieurs lignes comme ça. On est véritablement, pour moi, dans le cadre de la tradition de la géobiologie sacrée, où les anciens savaient très bien qu'il y avait des lignes de force au niveau de la Terre. Et quand on implantait une église, un temple, un lieu de culte sur ces lignes de force, il y avait une énergie qui était présente, qui était bénéfique pour les personnes qui étaient là. Le fait d'avoir remis ces églises sur ces anciens lieux de culte montre d'une part la continuité, mais aussi peut-être un savoir qui a voulu être conservé par les premiers, j'allais dire, pères de l'Église, qui ont construit les premières églises. Ils savaient que s'ils construisaient, j'allais dire, à 100 mètres à côté une autre église, mais il n'y allait pas avoir ces forces de la nature, ces énergies qui allaient être présentes, et du coup, les potentiels miracles, les bienfaits qu'on retrouvait autrefois dans les lieux de culte. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important, et du coup, ça vient confirmer cette idée que la cathédrale de Lyon, elle se trouve au centre, j'allais dire, d'une toile d'araignée énergétique, au centre d'un maillage en tout cas, et que c'est véritablement le nœud énergétique de la ville de Lyon. Le terme dédicace, en fait, il recouvre plusieurs choses. Notamment dans les traditions anciennes, on va avoir une notion de dédicace avec une date clé qui est associée à un jour d'un saint. Et ce jour-là, eh bien, on va soit lancer la construction de l'édifice, soit orienter l'édifice en fonction de ce jour-là. Donc, dans la plupart du temps, il faut savoir que ça vient de traditions très anciennes. On retrouve ça, par exemple, chez les Égyptiens, chez les Romains, dans un certain nombre de constructions. Et on peut même aller plus loin. Donc, dans le cadre du néolithique, c'est-à-dire ceux qui ont fait la période de la pierre levée, qui ont mis en place les mégalithes, eh bien, on va retrouver un certain nombre de mégalithes qui sont orientés sur un lever du soleil à un moment donné dans l'année. Par exemple, en Bretagne, aujourd'hui, il y a en fait ce qu'on appelle la roche au fée, qui est une allée couverte. Et cette allée couverte, eh bien, le jour du solstice d'hiver, le 22 décembre, au matin, eh bien, le soleil vient toucher le fond de l'édifice. Comme si, en fait, eh bien, l'édifice avait été construit de telle manière à s'orienter sur ce lever du soleil. Donc ces principes de dédicace existent depuis les périodes les plus anciennes, et on retrouve aussi sur des temples égyptiens
des périodes de lever du soleil par rapport à des dates clés dans l'année. Donc ça, c'est des choses qui existent. Dans le cadre des églises, ça a été beaucoup repris, ce principe de la dédicace. Par exemple, si on prend l'abbaye de Saint-Martin d'Énée, la date de la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Eh bien, le matin du 11 novembre, le soleil se lève dans l'axe de l'édifice. Et donc, si on se met au fond de l'édifice, eh bien, on pourrait en fait capter ce rayon de soleil ce jour-là qui arrive dans l'axe de l'édifice. Donc ça, c'est un exemple du principe de la dédicace, mais je disais qu'il y avait plusieurs types de dédicaces. Souvent, on va avoir ce qu'on appelle 3 dédicaces. Donc il y a la dédicace symbolique du lieu avec ce lever du soleil qui correspond à une date clé pour l'édifice. Il va y avoir en fait la pose de la première pierre, qui est symbolique dans le cadre du compagnonnage. Eh bien, c'est cette première pierre en fait qui va renfermer souvent un parchemin. Donc on va avoir un rouleau métallique dans lequel on va mettre un parchemin et on va donner tout un tas de données, j'allais dire techniques ou symboliques, en disant voilà, tel jour, la première pierre a été posée en rapport avec tel saint pour faire telle église qui va être dédiée par rapport à telle chose. Et on s'aperçoit, quand on lit des anciens parchemins qui sont liés à la dédicace, qu'on peut avoir des dédicaces de lieux qui vont être pour guérir certaines maladies, en rapport avec le saint. Et on s'aperçoit qu'il y avait des saints, par exemple, qui guérissaient les maux de tête. Eh bien, ça peut être indiqué sur le parchemin en disant, voilà, cette église va permettre d'accueillir les pèlerins qui ont des maux de tête pour soigner justement ces problèmes et ces pathologies. Donc cette pose de la première pierre, en fait, elle est aussi très importante. Et il y a une troisième dédicace qui existe, qui est la consécration de l'Église, la sacralisation de l'Église, parce qu'une fois que l'Église a été construite, eh bien, elle n'est pas encore consacrée, et il y a un rituel qui est fait par soit un prêtre, soit un évêque, quelqu'un qui possède, on va dire, les sacrements suffisant pour pouvoir réaliser cette consécration. Alors, déjà par essence, un édifice sacré, c'est un édifice qui nous met en lien avec une dimension sacrée. C'est un espace de transition entre notre état matériel, notre état de tous les jours, et un état de conscience supérieur, qui nous connecte au divin, aux forces de la nature, peu importe comment on l'appelle. Moi, à mon sens, les anciens ont découvert qu'il y avait des lieux où, naturellement, on était beaucoup plus facilement en lien avec ces forces de la nature, avec ces forces de l'univers. Et étant plus en lien avec ces forces de la nature et ces forces de l'univers, si je reprends cette idée de l'alchimie où petit à petit on met des grains de sable dans notre être intérieur qui nous empêche en fait de fonctionner normalement, un lieu sacré va agir inversement. Puisqu'on n'est plus dans un domaine matériel, on est dans un domaine où il y a une sorte de spiritualisation de l'être qui se fait, eh bien, il y a véritablement cette idée que le lieu sacré devient aussi un lieu guérisseur, un lieu bénéfique. Donc pour revenir en fait aux traditions anciennes, à mon sens, il y avait plusieurs choses qui étaient vécues dans les lieux sacrés. Il y avait déjà un aspect de culte qui mettait directement la personne en relation avec ces forces de la nature, avec ces forces de l'univers, et donc qui amenait en fait à une sorte d'apothéose de la conscience, et ce qui faisait que les prêtres en fait qui se vouaient à ça, eh bien, allaient être en contact avec, j'allais dire un peu comme le chaman, avec les forces de la vie, avec les forces de la nature, avec les forces divines qui s'expriment sur la Terre. Ça, c'est le premier aspect des lieux sacrés. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect guérisseur, où beaucoup de lieux sacrés, on avait des gens qui étaient malades, qui allaient se rendre sur ces lieux, comme en Bretagne, où on a conservé l'idée d'avoir des églises qui sont sacrées ou d'avoir des sources sacrées, qui sont souvent associées à des saints. Et la tradition populaire en Bretagne
dit, ben voilà, si on va à telle période, à telle messe, ben une personne qui a telle maladie, ça va l'aider. Donc si la tradition populaire, on va dire, a conservé cette mémoire-là, c'est que de façon beaucoup plus ancienne, c'était des choses qui étaient vécues, où les malades allaient à l'intérieur des églises, allaient en fait pour se mettre en contact avec une énergie qui allait les soulager et qui allait leur apporter quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux cas où, si on lit les textes anciens, on a des miracles qui étaient vécus à l'intérieur des églises, et il y avait des rites pour les malades qui étaient à l'intérieur des églises. Pour aller plus loin, il y a quand même un certain nombre de géobiologues qui ont fait des mesures. Aujourd'hui, il existe des appareils, comme par exemple l'appareil Kirlian, donc qui est un appareil qui prend quelque part le champ électromagnétique qui se passe autour des personnes. Ça peut être autour d'une main. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un père qui a été passionné d'église, de cathédrale, et donc qui a fait partie de différents groupements. Et à un moment donné, donc il y avait pas mal d'expériences qui étaient faites avec ce type d'appareil Kirlian, où il y avait des photos qui étaient prises avant que les gens fassent une sorte de parcours énergétique dans les églises et après le parcours énergétique. Et toutes les personnes qui faisaient le parcours correctement ont vu une augmentation de leurs énergies qui circulaient dans les méridiens d'acupuncture, mesurées en fait avec cet appareil Kirlian. Donc il y a véritablement quelque chose qui se passe, de naturel. C'est comme si, j'allais dire, il y avait une électricité ou une énergie naturelle qui s'exprime dans ces églises et dans ces cathédrales, et que quand on sait, j'allais dire, comment les utiliser, on va pouvoir en bénéficier, et ça va permettre de nous recharger. D'ailleurs, si on prend la cathédrale Saint-Jean, il y a un point comme ça qui porte un peu une légende ou une tradition, on l'appelle le point qui guérit, ou la main qui bénit, qui est dans une petite chapelle latérale. Eh bien, les traditions populaires disent qu'autrefois, quand on avait des gens qui étaient très malades, en désespoir de cause, ils venaient prier sous cette clé de voûte. Ça leur donnait une énergie, une force, qui allait les aider. Alors, soit s'ils devaient passer de l'autre côté, dans l'autre monde, eh bien, ça allait permettre de soulager un certain nombre de souffrances et de peines, et de faciliter, on va dire, ce passage. Soit ça les aider à guérir et à retrouver un bien-être. Et dans certains textes anciens, on a des témoignages de miracles qui ont pu se produire au niveau de la cathédrale Saint-Jean, où des gens ont été, en tout cas, les témoignages apportent cela, ils ont été guéris de façon inexplicable vis-à-vis de certaines maladies.